Alors voilà, ben là nous débutons un entretien avec Alain Oudin, qui a bien sûr connu Altagore et qui a fait beaucoup pour faire connaître Altagore. Alors la première question que je vais poser à Alain, ici dans son lieu, dans son nouveau lieu, rue Martel, c'est: comment as-tu rencontré Altagore? En vérité, je n'ai pas connu Altagore. C'est en travaillant sur Molinier qui m'a fait connaître Agulot, qui m'a fait faire connaître Agulot, qui était mort en 1980, dont mon seul souvenir est l'apparition d'Orlan en larmes à la galerie me disant Agulot est mort. Et travaillant sur Molinier, j'ai ramassé beaucoup de choses sur Agulot, et dans les affaires qui concernaient Agulot était ce manuscrit du livre en préparation pour Altagore, La parole transformelle. Et c'est ce travail que finalement on a publié en l'an 2000 pour, je pense, la rétrospective Agulot, sous la même maquette, avec Laurent Cauvet, sous la même maquette que les deux premiers livres d'Agulot, enfin les deux premiers livres, éditions Thierry Agulot, concernant Molinier et ses propres poèmes. Oui, ça dans les années 80. 80. Alors, non, 2000. Tu as ici l'image, oui. En première page, c'est en 2000. Oui, en 2000, c'est 20 ans après. Donc voilà comment je fais connaissance du travail d'Altagore, et qui est apparu évidemment comme une suite, pour moi s'inscrit naturellement dans Fluxus, la poésie visuelle, la poésie sonore, tout ce que tu appelles les expérimentateurs. Pour ne pas justement s'embrouiller avec le débat vraiment historique et comique des avant-gardes. Parce que, bon, mais ça on en parlera après. Alors donc, Altagore, c'est son pseudonyme. À quel moment est-ce qu'Altagore est devenu Altagore? André Vernier est devenu Altagore, je crois en 1950, quelque chose comme ça. Non, 49, je crois. 49. Ouais, entre 48 et 49. C'est là où le premier manifeste. Le premier manifeste de métapoésie, de poésie absolue. Alors en fait, il est né en 1911, donc il avait 39, 38, oui, 38 ans. C'est ça. Et dans le fond, bon, c'est un garçon très précoce sans doute, très imaginatif. Son père est un tyran qui veut le voir à la mine, près de Metz, donc mineur de fer. Il rentre à la mine, effectivement. Il est remarqué par un Vindel qui lui dit moi je n'embauche pas des poètes, mais ceci dit il travaille et il s'enfuit dans les forêts pour prendre l'air, parce que finalement à la mine c'est la mine. Et donc il raconte qu'il part dans la forêt se promener des heures et des heures en chantant. Donc c'est là où l'œuvre naît, on peut dire. L'œuvre émerge dans ces promenades solitaires qu'on a tous connues. Enfin, moi, je me suis promené en forêt tout seul, on peut dire dans une espèce de délire. Oui, il le dit d'ailleurs, il dit vers 7 ans, et là, il invente sa première litanie, on peut dire phonétique, puisqu'elle est phonétique, elle est syllabique, phonétique, sans signification, moi, je dirais c'est une sorte de chanteur. Ouais, une sorte de chant, oui. Oui, c'est un chant. Oui, un chant, mais comme il l'a enregistré plus tard, tu l'as entendu. Oui, bien sûr, voilà. Oui, sous multiples formes. Sous multiples formes. Et la première version de ce chant, cette fois sous forme cette fois sémantique, c'est Simonia. Oui. Simonia, c'est l'éternel féminin. L'éternel féminin, c'est ça. Et là aussi, on sent une grande frustration, ou tout du moins une grande appétence pour la femme, l'idéal féminin, disons une sorte de muse. De muse. Non, mais on sent une sorte d'insatisfaction chronique, profonde. Il n'en fait jamais assez. Il
on ne va jamais assez loin, c'est jamais fini, c'est jamais abouti, c'est jamais suffisant. Et que ce soit pour tout. Sans doute dans sa vie quotidienne comme dans sa vie de fantasmé d'artiste. Alors toi, tu découvres alors, donc ces dessins et ces tableaux, et dans les années 90 déjà, juste après sa mort ou avant sa mort, tu l'as vu? Après. De toute façon après. Oui, après, oui, forcément après. Oui. Et donc je rencontre Marc Vernier, son fils, qui m'a notamment donné ça, cet instrument de musique, et un certain nombre de choses, dont notamment un certain nombre de ces éléments manifestes, de ces feuilles, de ces papiers qui sont plus ou moins illustrés, qui sont toujours des manuscrits assez superbes. Et avec cette organisation, enfin moi qui m'a beaucoup frappé, étant architecte de formation, cette organisation tridimensionnelle, avec le mouvement, la force de la voix et la rythmique. Donc malgré tout, dans son délire, c'est quelqu'un qui est très ortho-normé. Il se distingue tout de même. Il dit que ce que je fais peut prendre des formes de combinaison absolument indéfinies. Hein, il le dit très bien. Hein, oui. Il dit c'est mathématique, mais c'est ouvert. Ce n'est pas du tout fermé. C'est bien ce qui est intéressant. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités infinies de modulation. Oui. Oui, non, mais je ne conteste pas. Moi, c'est ce qu'il dit lui-même. Hein. Tout à fait. Non, mais ce qui m'a intéressé, c'est précisément ces règles du jeu qui ne brident rien et qui ouvrent, on voit bien d'ailleurs, ces trois simoniales, la parole transformelle et la poésie, le troisième niveau. La parole absolue. La parole absolue, oui. C'est ça, la parole absolue. Et puis ces heures et ces heures d'enregistrement et de prosodie qui sont hypnotiques. C'est absolument... c'est vrai. Moi, j'ai vécu pendant des mois et des mois avec ces chants en permanence. Et ici, on n'a pas de musique. Je suis très embêté parce que ça me frustre. Donc, mais... j'ai vécu avec ça, avec beaucoup de bonheur. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque au bord de la transe? Ce qu'il y a de très étrange chez Altagor, c'est qu'il refuse absolument la répétition. Donc ça ne ressemble pas aux trans qui sont fondées sur la répétition, ni aux mantras tibétains fondés sur la répétition, ni aux trans soufis. Oui, non, mais tu as raison. Mais il y a un état de transe non répétitive. Et ça, oui, c'est sa mathématique à lui. Hein? Oui. Il n'est pas du tout dans cette voie-là, voilà, on peut dire. Mais c'est ce qui fait son intérêt, dis-moi, la raison pour laquelle il est fascinant. Il est vraiment très attachant. Et en même temps, il y a une chose qui est remarquable chez Altagor, c'est qu'il tente de sortir de l'enfermement. Il le dit autrement, mais moi je le résume de cette manière-là. L'enfermement, alors, soit dans le mot sémantique, soit dans la musique notée de l'âge moderne, classique et moderne, et soit dans le pictural. Il tente une expérience où il serait à l'intersection de ces trois champs. Quand il parle à la fin, il dit le futur, ce serait une sorte de cyber-anthropos cosmique. Il y a une sorte de volonté de couverture universelle. Enfin, il y a non, d'être universel, de ne plus être enfermé dans la langue dans laquelle il se trouve. Oui, d'être universel. Alors, on pourrait certainement évoquer, même si lui ne l'évoque jamais, parce que peut-être il n'a pas cherché dans cette direction, c'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge, et déjà dans le Moyen-Orient, la langue des oiseaux, ou vers
1er siècle, ou avant Jésus-Christ, la glossolalie. Je ne pense pas qu'il est allé dans cette direction, mais il retrouve cette chose-là très très étrange. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, au moment de son service militaire, finalement commence des études, fait de la philo, oui. Commence à lire beaucoup, enfin disons qu'il a une démarche d'autoculture boulimique, oui. et d'un ogre. Et encore une fois, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant, c'est jamais satisfaisant, c'est jamais... il y a une sorte de compulsivité de la démonstration, toujours, de l'action, de la diffusion, de la communication, de l'expérimentation. En fait, il vit d'une façon... il vit d'une façon, je crois, assez banale et petit bourgeois. Ceci dit, il a quand même eu des compagnes qui étaient des femmes relativement sa femme, connues déjà. et évoluées. Sont sans doute des femmes qui avaient plus de volonté d'une vie normale que lui-même. C'est ce que je veux dire. Alors, est-ce que tu sais pourquoi il a choisi ce pseudonyme, Altagore? Écoute, je ne sais plus. Si je l'ai su, j'ai oublié. En 47, 48, 49, voilà, c'est vers 47. On peut dire que Al, c'est Apollon derrière. Oui. On est dans des consonances qui sont très proches de Calandre, Ironie, Sigord. Oui. Cette première incantation. C'est Marc qui m'a fait remarquer qu'il était indispensable de respecter les accents toniques, que c'était l'essence même de son nom. Donc c'est pas qu'un nom graphique, c'est un nom phonétique. Phonique même. Phonique. Alors moi, je vais te donner juste une petite définition par lui-même. Il la donne en 1963 de la métapoésie. La métapoésie, donc, ce serait comme la métaphysique, l'au-delà de la poésie. Oui. Sortir de la poésie du signifié sémantique, aller vers une poésie du signifiant, c'est-à-dire qui ne signifie rien, qui est pure vocalité. Un pur chant. Oui, mais un chant non chanté. C'est intéressant, parce que ce n'est pas un chant d'opéra, c'est un chant, le chant de la langue. Hein. Oui. Et chanté par lui. Un chant parlé. Un chant parlé, exactement. Alors, il dit, lui, pour la métapoésie, il dit, c'est une musique parlée, une musique de timbre articulée de l'appareil vocal. Un mouvement optimum de la parole parlée. Là, on retrouve cette notion d'optimum, toujours le maximum du possible. Et effectivement, c'est bien parlé, c'est à contrario d'un chant sur des notes. Oui, mais un peu plus tard, en 64, il dit autre chose. Pour répondre à ce que tu viens de dire, il dit il s'agit d'exprimer le maximum avec le minimum. C'est encore un beau challenge. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, une litanie qui est absolument indéfinie, qui ne s'arrêtera jamais, mais avec le minimum de règles. Là, on voit sur ces différents papiers ce jeu de notation, parce que en fait, sous l'écriture, il y a des cotations, et ces cotations, elles se combinent d'une façon infinie. Et la notation, puisque chacun peut essayer de l'interpréter. C'est très difficile, parce qu'on
on n'a pas la même voix, mais par rapport à ce qui est connu et enregistré. Mais on voit bien quand même que on est devant effectivement une infinité de solutions. Et la litanie n'est jamais finie. Il n'y a pas de finitude chez Altagor. C'est apparemment une fin, mais c'est jamais une fin. Il s'arrête de temps en temps, oui. Parce que de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de, je sais pas quoi, les ouvertures des salles qui lui sont prêtées, etc. etc. Mais moi, je le vois bien faire pendant 7 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures. C'est là, on parle de son excès. Oui, on est, il est dans ce qu'on peut appeler la performance, le challenge. Pas la performance spectacle, le challenge. Avait-il même conscience d'être toujours à la recherche d'un challenge ou d'un record? C'est pas évident. Il parle aussi il dit, nous sommes en marche vers le cyber anthropotope immortel, explorateur de l'univers et successeur de l'homme. Oui, non, mais en fait, il est déjà transhumaniste. Oui, transhumaniste, oui. Et bon, il a connu quand même, sans doute, il a été très attentif au début de l'informatique, au début d'Internet, et de toute façon, je crois que sa cible préférée, c'était les écoles d'ingénieurs. Mais il redit encore, en 1964, oui. Nous assistons à la fin radicale des temps esthétiques. Il ne se représente jamais comme un musicien, comme un peintre, comme un poète. C'est au-delà de tout cela. Et peut-être c'est la recherche d'une sorte de respiration cosmique où on deviendrait en permanence ce trans-être humain. Quand on se laisse pénétrer par son expression, c'est transcendant. Et c'est très, d'ailleurs, moi j'ai les souvenirs d'en avoir profité d'une façon très, très apaisée. Mais c'est un asset, alors ça on peut porter ça. Oui, on peut l'ouvrir. Oui, cette forme de poétique, ce n'est pas fabriquer de la poésie, fabriquer des sens, fabriquer des descriptions, des interprétations, des explications, et ça, je pense qu'il faut qu'on ouvre un peu, exprimer et faire s'exprimer le souffle. Et là, on retrouve à l'époque, il les a rencontrés d'ailleurs, il les connaît nécessairement, hein, les trois amis de la soufflerie, c'est-à-dire Jean-Louis Brault, avec l'instrumentation verbale, Gilles Volman avec les mégapneums, et bien sûr François Dufresne est écrit rythme, puisque François Dufresne va faire un éloge plus tard dans le numéro spécial de la revue Opus, fera un éloge d'Altagor. Parce que le mot, finalement, la syllabe inventée, là je pense que Altagor fait aussi peut-être quelque part pas une erreur, mais quand il dit que dans ses litanies, il invente un nouveau langage qui est translinguistique, c'est faux, parce que s'il avait entendu vraiment le japonais et le chinois, ça n'a rien à voir avec au-delà du chinois et du japonais. C'est sur un ton d'Altagor, mais occidental. Ce n'est absolument pas un ton africain, ni esquimau, ni amérindien, ni chinois. Il pose cette question. Comment dépasser cette inscription dans une langue, ou dans la langue humaine? Et sa langue est humaine. La parole absolue, serait son essai de réponse à ça. Oui. Alors dis-moi la parole absolue. Alors, justement, j'ai un trou. Mais non, un trou, justement, on va dire un trou. Je voudrais regarder, oui, regarde. retrouver une image ici, on est dans le manifeste. C'est toi qui vas lire, parce que tu es dans le bon...
c'est pas ça. Non, là, c'est Ça, c'est du symbole à l'absolu. c'est la formule de exponentielle, en fait, Oui, oui, jusqu'à oui, l'infini. oui, ça on ne peut pas le lire. Ah Hein, bon, c'est pas la peine c'est- de lire. Non, 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 c'est pas la peine là. C'est absolument incompréhensible. Hein. Ah oui, là, on peut que le voir. Hein. Bon, alors, toi, attends, ben voilà, c'est peut-être c'est peut-être ici, là. Une page de paroles transformelles. C'est dans la faute. Alors, c'est. Bon, je pense que c'est ça son 1965. Oui. Alors, bon, en fait, le mystère, et là c'est compliqué, c'est que moi je suis incapable de relire ça, Oui, je suis incapable de l'interpréter. Alors qu'auparavant, les deux étapes antérieures se prêtaient à ça. on va demander à son fils s'il a rencontré Roquichot. Alors, Roquichot était connu comme peintre et dessinateur, mais on l'a révélé bien après sa mort comme poète. Et poète qui est allé vers la phonétique, puis vers l'illisible. C'est très très proche d'Altagore. Après, il s'est suicidé. Arriver à l'illisible, donc sortir complètement du conditionnement linguistique et culturel dans lequel nous sommes. Et Altagore dit strictement la même chose. Ah ben là, c'est clair. Sortir du conditionnement culturel. Oui, là, nous sommes encore dans l'écriture. Hein. Ben, nous sommes dans le conditionnement de oui, l'écriture. mais en même temps, Oui. il parle bien de représentation analogique pour une parole transformelle. Oui. Oui, mais il utilise tout de même l'écriture. Oui, d'accord, mais c'est bon, oui, c'est une écriture qui n'est pas de l'arabe, c'est une écriture inventée, on peut dire. Moi, je comparerais ça à des notations de chorégraphie, qui sont une forme d'écriture que très peu de monde peut arriver à comprendre. Enfin, oui, c'est vrai. Sinon l'auteur lui-même pour mémoriser. Oui, exactement. Oui, ça pourrait être une chorégraphie impossible, puisque c'est la chorégraphie d'un ballet qui n'existe pas. Que lui, lui jouait. Oui, que lui jouait, que lui peut jouer. Tu vois, tu as ici tu as quand même le début, 1, 2, enfin, il y a donc même, parce que je pense que c'est pour lui-même, il avait besoin de ce repérage. Oui, il a besoin d'une notation, d'une transcription. Hein, il a besoin d'une. Alors, est-ce que les deux viennent ensemble? Alors, à cette époque-là, Altagore ignore complètement Antonin Artaud. Il ne peut pas le connaître, puisque quand il est à Nancy et qu'il commence la métapoésie à Nancy, 46, 47, 48, il ne peut pas savoir qu'Artaud arrive à Paris et qu'Artaud va faire son fameux poème radiophonique qui a été interdit en 48, qui s'appelle « Pour en finir avec le jugement de Dieu » et qui est le premier dépassement par le cri, hein, et une scénographie faite par Artaud avec des acteurs, Cazares, etc., vers une ultralangue. Car Artaud aussi publie à cette époque-là, elle s'est publiée, je les ai lus, et après c'est publié maintenant intégralement, Suppos et Suppliciation, et là, il parle aussi, il y a l'expression de phase glossonalique. Et c'est très étrange, parce qu'on a Altagore qui est là-bas à Nancy, Altagore qui vient à Paris et qui collabore au club d'essai de la radio. Est-ce qu'il n'y a pas... Si, et après ils font des disques. Oui. Il y a 5 disques dans les années en 52, 42-52. Marc m'a donné un exemplaire de chaque disque. Du coffret. Oui. Bien sûr. Dedans, il n'y a pas Artaud, parce qu'Artaud est interdit. C'est tout de même quelque chose d'invraisemblable. Et alors, parce qu'il était sous Messaline ou parce qu'on pas du tout. Parce que simplement Artaud, il y a eu une réunion et le conseil d'administration a dit non, on ne peut pas diffuser cela à la radio nationale, car c'est une atteinte à la morale et aux mœurs.
Parce que, non, pour en faire un jugement de Dieu, bien entendu, il attaque l'Amérique, il attaque la France, il attaque tout. Et de temps en temps, il y a des hurlements, Oui, d'accord. Oui, des cris et des vociférations. Alors on pose une question, je pose cette question-là justement. Dans la pratique du cri, il n'y a pas de notation possible. Et Altagore essaie, lui, de noter, comme te dit un chorégraphe, une chorégraphie de sa phonématique ou de sa pneumatique, mais qui n'est pas notable. Et c'est la question que pose justement, moi j'ai bien connu Gilles Volman et Jean Dufresne, dans l'écrit rythme, il n'y a pas de notation. Et c'est là où il s'oppose radicalement à Isou. Mais Altagore, par contre, tente des notations qui ne sont pas celles d'Isou. Alors c'est quand même un paradoxe, parce que la notation du cri est impossible. Altagore est un littéraire. Et il a un fond. Oui, c'est une question. C'est quelqu'un qui voudrait s'extraire de la culture, quoi. Non, mais c'est quand même un paradoxe. Comment s'extraire de la culture en faisant cette phrase « je veux m'extraire de la culture ». C'est impossible. Et au même moment, le même paradoxe se pose. C'est quand même vraisemblable au même moment. Mais là, il n'y a aucun rapport avec eux, avec Jean Dubuffet. Oui. Mais Jean Dubuffet, après, publiera Asphyxiant de culture. Ou Martel, d'ailleurs. Eh bien, bien sûr, le Papa Folle, que j'ai connu aussi, André Martel. Mais le Papa Folle, il écrit à l'intérieur d'une langue. Attention, il invente une langue dans la langue française. C'est là où on est bien, voilà. On est dans le transformel. Et Altagore essaie de s'échapper, mais il n'arrive pas à s'échapper. Parce que si on veut s'échapper, on abandonne complètement l'écriture. On entre à l'intérieur du geste pur. Et le rythme de Dufresne, il ne provient absolument pas d'Isou, il provient, il a bien dit, et ça se sent tout de suite, directement des vociférations d'Artaud. Qui Artaud, lui, traverse par le cri la culture occidentale, où le cri est interdit. Alors qu'au Japon, depuis le Moyen-Âge, il y a des techniques de cri, techniques de souffle, sans problème. Même chose chez les Esquimaux, chez les Mongols, chez les Poros des Indiens, etc. L'Occident est enfermé dans sa littérature. Le cri est infernal pour l'Occident. Ou bestial, animal. Il n'est pas humain. C'est l'enfer aussi, les animaux. Oui, oui. Mais Altagore n'arrive pas. Moi, ce qui m'a étonné dans Altagore, il fait ces modulations avec des phonèmes. Tout de même, il est écrit avec des phonèmes, ça se voit bien que c'est des phonèmes. Ce sont des phonèmes occidentaux, gréco-latins, absolument pas asiatiques, absolument pas sémites, absolument pas africains ou esquimaux ou inuits, absolument pas. Alors, c'est quand même un paradoxe monumental. Et je pense, et là, on a peut-être une solution, c'est qu'Altagore n'a aucune culture linguistique. Translinguistique, c'est-à-dire linguistique générale, sur tous les travaux qui apparaissent à cette époque, où là, on s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose. Altagore a été assez proche chez Gallimard, qui était quand même une plaque tournante. Oui, il a écrit à Paulan. Il a écrit à Conneau. C'est ça. Oui, à Paulan et à Conneau. Non, à Conneau. Oui, mais alors ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il y a l'espoir de. Mais oui, il y a l'espoir. Pris en compte. Mais ce qu'il y a d'étrange. Et Isou au même moment, alors tu vois, 48. Le fusil. 47-48, on récapitule là. 47-48, on a l'apparition du livre d'Isou. Oui. Manifeste pour une nouvelle poésie, pour une nouvelle musique. Manifeste de 350 pages. Altagore le lit, le dévore, il dit c'est extraordinaire, exceptionnel. Oui, il le trouve à Nancy. Oui, il le trouve à Nancy. Dans une librairie où il y avait quand même des sorties. Bon, non. Gallimard est bien diffusé. Non, ça change chez Gallimard. Sinon, il n'y a rien à Nancy. Ça change chez Gallimard. Qui est écrit dès 1945, avant qu'il arrive à Paris. Alors, bien sûr, là, c'est absolument extraordinaire. C'est ce qu'il dit, et c'est absolument sûr. Ah, c'est sûr, absolument sûr, oui, il y a tout. Mais ça se voit, de toute façon. C'est un gars qui a le niveau du bac et qui a un très haut niveau. De quelqu'un qui n'a pas assimilé le constructivisme, qui n'a pas assimilé Dada à Zurich, ni Dada à Berlin. Là, c'est clair et net chez Isou. Même s'il raconte après autre chose. Mais c'est normal, il a 16 ans. Un type d'adolescent. Enfin, oui, mais une puissance rhétorique, énorme. N'oublions tout de même pas que Rimbaud, à 17 ans, casse tout. Il a 17 ans, Rimbaud. Et à 20 ans, il dit « Merde, je vous emmerde, je n'écris plus. Hein » Parce que Rimbaud, il parle de ça déjà. Il dit que la future poésie sera une poésie
d'onomatopée, d'interjection, d'illumination, comme les réclames, et de cris de rue. 3 francs la rose, 3 francs la rose, etc. Rimbaud ouvre déjà cette porte, mais il la ferme puisqu'il s'en va. Ah oui, voilà, il y a des problèmes. Ensuite, on a Marinetti. Altagore ne sait pas que Marinetti existe. Hein, pour la simple raison qu'en France, on ne sait même pas qu'il existe, puisque Marinetti considérait ami de Mussolini comme fasciste. Donc personne à Paris n'a pouvoir, sauf quelques individus rarissimes de l'époque, comme Pierre Berbiro, ont lu le livre de 1914 de Marinetti qui s'appelle « Les mots en liberté ». Eh oui, mais c'est ce qu'Altagore essaie de faire. Se libérer par les signes, par les mots, par les cris. Donc Altagore ici, moi je dis, c'est pour ça qu'Altagore est passionnant, parce qu'il est à l'intersection d'un débat que lui-même ne peut pas gérer. Alors tu parlais de Paulan. Alors c'est grâce à Paulan que Isou est publié. Oui. Il mise sur lui, puis après il s'aperçoit qu'il est spécial. Ensuite, il a une relation rapide avec Queneau. Mais Queneau, en 1948, c'est la fondation du Collège de pataphysique. Et dans le Collège de pataphysique, moi j'étais vraiment ami avec Noël Arnaud, qui est co-fondeur du collège avec Queneau et quelques autres, et Boris Vian. Non, ils ne sont pas en relation avec Altagore. Ils ne captent pas Altagore. Ils ne rentrent pas. Altagore n'a pas connaissance de ça. Non, et c'est impossible. Je dis pourquoi c'est impossible. Parce qu'Altagore est un messie pour lui-même. Il n'est pas un messie pour les autres. Il dit, moi, j'apporte une révélation, une apocalypse, on peut dire litanique, mais ça, c'est totalement contraire à la pataphysique. Chaque individu est une exception et une singularité. Si Altagore avait creusé là-dedans, il n'y a pas de problème. C'est normal que je ne sois pas reconnu. Il était adopté. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal que je ne sois pas reconnu, puisque je suis une exception. Oui. Et à ce moment-là, avec la pataphysique de collège, il n'y a plus de problème. Oui. Puisque nous sommes tous des exceptions. C'est un paradoxe. Il était sans doute aussi plein de complexes, en fait. Avec un... Je sais pas. Oui, non, mais il a fait ses études, il a fait après des études oui, il a fait des études supérieures. Et tard. Oui, tard, oui, mais peu importe. Alors on dit c'est autodidacte, il a fait grec et latin, quand même, et après il a fait des études universitaires. C'est de la psychanalyse à la très petite semaine, mais encore, c'est le fardeau de son père, bourreau, tyran. Oui. Et donc la difficulté à s'affirmer vis-à-vis de ses pairs. Mais c'est étonnant. Ce qui m'a toujours étonné dans Altagore, et aujourd'hui ça m'étonne encore plus, il a une capacité rhétorique exceptionnelle. Il a une sorte, dans le cerveau, dès l'âge de 7 ans, une puissance algorithmique, ce qui lui permet de dérouler de cette manière-là et de les mathématiser, c'est-à-dire de les noter. Et pour les répéter, il faut une sacrée puissance de concentration algorithmique. Toute l'énergie qui est là-dedans. Il s'intéresse aux mathématiques, c'est très bien. N'est pas dans ses relations sociales ou Non, mais il s'intéresse aux mathématiques. Ah, bien sûr. Oui. Oui, non, mais c'est pour ça que je te parlais du tri. Mais il cite aussi... Et ces formules que nous, toi et moi, ne comprenons pas, je crois. Mais en même temps, il est parfaitement conscient au moins d'une partie, des innovations musicales expérimentales. C'est-à-dire Boulez, Varèse, Stockhausen, Schoenberg. Ah oui, attention. Là, il sait vraiment ce qui se passe. Oui, il a même une jambe là-dedans. Oui, il y a une jambe là-dedans, absolument. Et il sait vraiment ce qui se passe. Oui. Bon, en fonction des informations qu'on a à l'époque. Parce que quand tu regardes les années 50, l'information, elle est vraiment maigre. Et Altagore ne peut pas, en 60, avoir une information concernant les sonorités au niveau européen, pour la simple raison qu'il ne sait même pas qu'existe le festival de Darmstadt. Ça, tu es sûr de ça? Ah bah bien sûr, oui. Je suis absolument sûr. Mais il n'y a rien qui transperce en France, sauf si tu lis les lettres, mais les lettres on ne les lit pas, ou des notes de Boulez. Boulez va à Darmstadt, mais à Darmstadt c'est tout le monde. Il y a un livre aujourd'hui de presque 1000 pages sur tout ce qui s'est passé à Darmstadt, les séminaires et le festival de l'été. Parce que finalement, si on fait quand même le bilan de ce qui est publié par Pauvert dans ces années 56 et 64,
plus Oui, en 56, c'est sur la littérature illettrée. Oui. Hein? Et l'accumulation des expériences sonores de l'atelier. Oui. On a quand même là un assez beau catalogue d'expressions. Oui. C'est superficiel, mais malgré tout... Non, mais oui, tu dis, mais Altagor est enregistré, mais lui n'a pas de relation. Il arrive de Nancy, il repart à Nancy. Et moi, j'ai mis du temps à saisir cela. Quand je me suis aperçu qu'en fait, en 50, il n'est pas encore à Paris, il arrive à peine à Paris, eh bien, il ne participe pas à Saint-Germain-des-Prés de toute la dynamique et toute la polémique. Il ne peut pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui. Alors, je dis, pour quelle raison est-ce que Altagor, en 1948, n'entre pas en relation avec Camille Brienne? Ouais. Eh ben non, il n'est pas à Paris. Camille Brienne ne peut pas savoir où est Altagor, puisque Altagor, il est publié nulle part à cette époque-là. Ce 48 est une date charnière. Le jugement de Dieu, il ne peut pas l'avoir entendu, puisqu'il est censuré. Paul-Henri Zou, bon là, il y a déjà une bataille, hein, il avale, bon, etc. Mais 48, il y a autre chose qui se passe. C'est qu'il y a un énorme scandale en 47 où Ilyas Nevitch fait une conférence contre Izou, où il dit la lettre, ça existe bien avant, avec Dada. Et Izou matraque Ilyas. Et Ilyas dit, moi, je ne vais pas lui répondre par une critique dans un journal, je vais répondre par un livre. Et un livre exceptionnel dans lequel il n'y a pas Altagor. Ilyas ne connaît pas Altagor. Et dans ce livre exceptionnel qui sort en 49, qui est élaboré en 48, il s'appelle à 100 exemplaires seulement, exceptionnel, hein, Poésie de mots inconnus, dans lequel, pour la première fois en France, nous avons Khlebnikov, le langage, le Zaoum, et d'autres Russes de ce type-là, Terentiev, Ilyas, nous avons Kandinsky, nous avons Harpe, Schwitters, Haussmann, Artaud, Audiberti, Brienne et d'autres gens. Je suis d'accord avec toi, c'est le problème de dans Bizarre, il y a Izou, mais il est vu comme bizarre. Il est vu comme bizarre. Et tu sais qui s'intéresse à ces numéros-là? C'est les gens de l'école de pataphysique, du collège. C'est eux qui s'en occupent. Et ils le voient bien comme des autodidactes et comme des gens bizarres, des gens qui sont à côté, des gens qui viennent qui pourraient venir d'un langage enfantin, des fous, des autodidactes, des délirants. Ils sont tous à côté, tous ces gens que tu cites, ils sont... oui, à côté, délirants. Ils viennent tous à côté en même temps. Oui, en même temps, délirants. Et Dubuffet découvre à cette époque-là quelqu'un qui est déjà mort, qui est le génie des génies, qu'Altagor ne sait même pas qu'il existe, qui s'appelle Wöffli, puisque son œuvre exceptionnelle, elle est élaborée dans l'asile. Et Wöffli, il est à la fois penseur, poète, musicien, graphiste, peintre, tout en même temps. Et maintenant, on a l'œuvre décryptée de Wöffli que depuis une dizaine d'années. Mais c'est inimaginable. Une redécouverte totale. Mais c'est un génie qui commence à l'âge de 12 ans, qui a été frustré, qui a été foutu dans le... Hein. Alors c'est très intéressant justement de poser cette question, la question que tu poses, qui est qu'Altagor n'est jamais là, il n'y a pas la revue qui va... on le trouve, et je sais très bien, on me l'a déjà dit, on le trouve bizarre. Parce que, comme tu dis tout à l'heure, il est obsessionnel, et il n'arrête pas d'obsessionner les gens. Oui. Non, mais Et c'est pour ça que Paul arrête, Gallimard arrête et qu'ils jouent. Ils en peuvent plus. Les boîtes aux lettres sont saturées. Voilà, exactement. Comme on est saturé d'emails aujourd'hui. Oui, alors justement, maintenant nous arrivons dans le final. Altagor se révèle aussi un dessinateur, autoportrait. Bien sûr. Peintre autodidacte. Oui. Il n'a pas fait d'école. Oui, il arrive. Il dit d'ailleurs lui-même. Un créateur transformel. Transformel. Mais il dit transformel, oui, mais c'est pas par hasard qu'il dit transformel. C'est pourquoi il dit quelque part, il dit, moi, je ne suis pas vraiment un abstrait, je suis un informel. Bon, attention, c'est un mot crypté. C'est pas lui qui l'a inventé. C'est Michel Tapier. Oui. On est en plein en 50 dans l'histoire de l'informel. Et exactement, mais Michel Tapier n'a jamais écrit un texte sur Altagor.
Alors là, c'est encore des bizarreries. Mais bon, qui a vu ça? Et voilà, et voilà. Non, mais parce qu'il rentre complètement dans la dynamique de Michel Tapier. Il sait que ça existe. Il sait qu'il y a l'art informel. Il dit, l'art pur, il est abstrait. Non, il est informel. Il est même transformel. Il n'a rien. Alors ça, c'est très intéressant. Il n'a rien à expliquer. Il n'a rien à interpréter. Il n'a rien à décrire. Il n'a qu'à être débordé. Le débordement. Hein? Comme les fleurs qui débordent. Elles débordent. Elles débordent. Elles débordent. Elles inondent. Son expression. Je le vois, il commence à chanter, à faire ces choses. C'est magnifique, c'est très magnifique. content. Et moi, je peux l'écouter pendant 3 heures. Mais les autres, là, les poulams, les conos, les pauvres, je ne veux pas l'écouter 3 heures. C'est-à-dire qu'ils avaient, Hein? ils avaient leur métier, leur Non, oui, ils création, joueraient plus le soir. Non. Ils disent, il est dingue. Ils disent, il est dingue. Mais si, c'est ça ce qu'on est du dingue. Mais le dingue n'est pas dingue. Tu penses que vraiment il y avait une sorte de mépris en fait? Pas de mépris, non. L'incapacité de recevoir la surabondance. Mais avant, je viens d'entendre des trucs de gosse, avant 6 mois, ben, il n'y a rien. C'est juste, c'est pas un animal non plus, parce que l'animal est codé complètement. C'est non codé. Et Altagor est là-dedans. Et c'est pas par hasard que les Allemands, les Dada, avaient parfaitement conscience de cela. Hans Sachs en particulier, le langage des enfants, qui est fondé sur onomatopée, glossolalie, etc. Ils inventent. Et puis après, ils sont dans la structure. Non, mais là, le problème des enfants, ça, je l'ai pas vu. Quand même dans une culture germanique. Oui, mais lui, comme enfant, on l'a pas dit que c'était un type génial à l'école. S'il commence à faire des litanies à l'école, tu t'imagines, récitez-moi La Fontaine, il te sort une litanie pendant 2 heures. 0, puni. Non, mais il y avait peut-être quand même cette culture. Enfin, je n'y crois pas. Non, en Alsace, non, 0. La culture vocale. Non, l'expressionnisme et Dada, 0, double 0. Là, tu peux être tranquille. Là, il n'y a aucune chance, malheureusement. Bon, mais c'est vrai qu'Altagor, tout à l'heure tu l'as dit, et on peut finir là-dessus, il pose cette question, il vient d'en bas, il est méprisé par sa famille. On a sonné, c'est pour nous ça. Il vient d'en bas, il est méprisé par sa famille, et il veut monter, il veut sortir, il veut aller ailleurs, Et c'est une, disons, et là moi j'ai une hypothèse, c'est exactement ce qui arrive à Rimbaud, parce que Rimbaud d'une famille terrible, une mère terrible, très oppressive, mais Rimbaud a la chance d'aller au collège. Et au collège, il a un professeur. Déjà, un instituteur puis un professeur en grec et latin, ils embarquent, qui est exceptionnel. Et Rimbaud, à 16 ans, devient plus fort, plus puissant que son professeur. Il s'embarque. Et Altagor a ça. Là, je sais qu'Altagor, il a ça. Et malheureusement, les secondes il n'a pas d'interlocuteur. Qu'il n'a pas eu, voilà, il s'embarque. Et qui a cette révolte.